Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 205 du Synthé Night Club. Alors avant de commencer à parler de Saint-Etienne, j'aimerais avoir une pensée pour les proches de Roland Courbis qui nous a quittés ce matin, quelques jours après Jean-Louis Gasset. C'est deux personnages assez emblématiques de la Ligue 1 qui nous ont quittés en très peu de temps. Alors oui, ce brave Roland n'aimait pas trop nos maillots verts parce que bon, c'est vrai que ça se confond vite avec le vert de la pelouse. J'ai personnellement passé des minutes entières à supporter des brins d'herbe en pensant que c'était des joueurs de Saint-Étienne, mais on lui pardonne ce genre d'entêtement parce qu'il a toujours précisé qu'il respectait beaucoup Saint-Étienne et la passion autour de notre club. Alors nous aussi, on a du respect pour le passionné qu'il était et on leur souhaite un bon repos à lui et à Jean-Louis. Ceci étant dit, ce soir, on se retrouve non pas pour débriefer un match, puisque l'amicale contre Auxerre ne va pas nous occuper très longtemps, mais pour débriefer une première partie de saison que nous qualifierons poliment de mitigée, et parler des premières news mercato qu'on a à disposition. Pour ce faire, j'ai avec moi quelqu'un qui n'a pas débarqué dans le SNC en bateau il y a 500 ans et qui est pourtant ici bien chez lui. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir. Ouais, non, j'ai pas débarqué en bateau, surtout que j'ai un petit peu le mal de mer, mais bien content d'être là ce soir parmi vous. Et puis, je l'espère, un SNC qui va porter bonheur à nos Verts, dont on espère qu'ils vont faire une magnifique deuxième partie de saison. Tout à fait. Et je vois des messages de bonne année dans le chat. Effectivement, c'était Kevin à la présentation du SNC la semaine dernière pour la première émission de l'année. Donc, je me joins à lui pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année remplie de belles choses. Avec nous également ce soir, quelqu'un qui n'a pas eu besoin de kidnapper les dirigeants du SNC pour avoir une place à notre table, puisque tout le monde l'apprécie. Bonsoir Antoine Chira. Salut tout le monde, bonne année à vous. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Une année de plus à vos côtés pour débriefer l'actualité de l'ASS en espérant toujours des jours meilleurs, même si 2026 ne commence pas de la meilleure des manières avec quelques blessures, quelques incertitudes. Mais bon, on espère que ça soit une année qui soit verte finalement. Ben ouais, on l'espère, parce que quand même, on a de quoi vivre de belles choses potentiellement. Une nouvelle montée, je me souviens de il y a 3 ans, c'était quand même bien sympathique. Avec nous également qui n'est pas là tout de suite, mais qui arrivera tout à l'heure, celui qui par ses investigations mercato fait trembler Jean-François Soucas, comme Élise Lucet fait trembler un chef d'entreprise qui ne veut pas spécialement que tout se sache. Il y aura Clément qui sera avec nous tout à l'heure à partir de 21h20 à peu près. Et Clément, vous le savez, c'est le spécialiste mercato de chez Peuple Vert. Il a quelques informations à nous donner et on va faire un point global sur le mercato, les arrivées, les départs, les prolongations et tutti quanti. Et bien sûr, pour qu'on puisse discuter avec vous, votre intermédiaire ce soir sera Monsieur Gabriel Pondard, alias Gabs. Comment ça va, Gab ? Salut Keun, salut Alex, salut Antoine. Écoute, ça va très bien. C'est parti pour une nouvelle année. Donc bonne année à tous ceux qui nous écouteront et à ceux qui écouteront également un podcast. Et puis en espérant, comme disaient mes confrères, que l'année soit verte. Déjà au mois de mai, ça serait pas mal déjà. Au mois de mai, ce serait déjà très bien. Allez, c'est parti. Après cette déjà beaucoup trop longue introduction, on s'y met. Synthé Night Club, le débrief. Alors messieurs, vous avez le classement qui est affiché pour ceux qui l'ignorent. Saint-Etienne est actuellement 4e du classement de Ligue 2 avec 31 points à égalité de points avec Le Mans qui a 31 aussi, juste derrière le Red Star et Reims qui sont à 32 points et 3 qui fait la course en tête avec 38 points. Et dans cette première partie de soirée, on va revenir un petit peu de manière globale sur la première partie de saison et on va se poser la question, est-ce que l'AS Saint-Etienne serait-elle en train de perdre le fil de sa saison. Globalement, si on reprend les objectifs de début de saison, est-ce que pour vous, on est dans les temps? Est-ce qu'on est dans les cordes? Est-ce qu'on a pris du retard? Où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs fixés? Mon cher Alex. Bah non, écoute, moi je pense qu'on n'est pas dans les temps parce que Saint-Étienne doit normalement au moins dominer cette Ligue 2, sans dire de l'écraser, on va garder un peu de modestie quand même, mais au moins dominer cette Ligue 2 parce que
parce que le projet Kilmer nous a été vendu comme un projet ambitieux, parce que le projet Kilmer nous a été annoncé comme un projet qui possède des moyens notamment financiers, mais aussi des moyens humains, qui vont permettre de dégoter là où les autres n'y arrivent pas des profils de joueurs qui devraient normalement nous aider à monter tranquillement et à préparer une année de Ligue 1 l'année prochaine. Sauf que le compte n'y est pas. On est à 7 points de 3, qui certes est porté aussi par un très grand club, mais on est à 7 points de 3. On est à un point derrière le Reims, ce qui est pas forcément une grande surprise de les voir là, mais le Red Star, c'en est plutôt une. Et puis à égalité de points avec Le Mans. Ça veut dire que Saint-Étienne, aujourd'hui, est loin de ce qu'il devrait euh, produire en termes de jeu, et loin mathématiquement des points qu'il devrait avoir. Et je dois dire, heureusement qu'on a gagné à 3, sinon on serait à 13 points de 3. Ouais. Ce qui serait tout simplement assez cataclysmique. Ça veut dire qu'on serait 7e à hauteur de Pau à peu près. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que si on prend juste cette confrontation, elle change beaucoup de choses. Et tu l'évoquais au début de ton argumentaire, c'est on a le plus gros budget de Ligue 2 et l'effectif le plus cher de Ligue 2 d'assez loin. On était présenté sur le début de saison comme le PSG de la Ligue 2, l'équipe qui va remonter en Ligue 1, c'est sûr, qui va rouler sur la Ligue 2. On l'a beaucoup entendu. Antoine, c'est alors sans faire l'avocat du passé, c'est à quel point t'y croyais toi, et à quel point là t'es déçu, ou est-ce que au contraire tu t'y attendais un petit peu à ce que ce soit plus compliqué que annoncé? Non, je m'attendais vraiment à que ce soit plus simple que ce qu'on est en train de vivre cette saison au regard du mercato quand même assez important qu'a fait la SS. Il y avait quelques incertitudes quand même sur certains postes qui n'avaient pas forcément été renforcés ou renforcés comme on l'aurait voulu, mais voilà, le début de saison s'est plutôt bien passé. Il y a tout de suite eu un petit enchaînement de victoires. Il y a eu ces matchs contre Reims notamment, on a vu une certaine force collective se dégager. On a vu aussi la réussite de ce qu'on peut dire des fois la réussite du champion, ces équipes qui gagnent pas, en maîtrisant pas tout le temps leur sujet, mais tout tourne dans leur faveur. Et finalement, ça s'est un petit peu enrayé. Les lacunes de plusieurs joueurs recrutés cet été ont été affichées au grand jour. Je pense notamment aux deux latéraux, Anan et Ferreira, qui ont enchaîné les matchs très très compliqués. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les équipes n'étaient pas là. C'était tout sauf des faire-valoir, c'était ces équipes de Ligue 2. On avait peut-être oublié à quel point le championnat peut être dense les 2 années qu'on a passées avant de remonter en Ligue 1. Mais voilà, il y a un côté où toutes les équipes sont capables d'accrocher toutes les équipes. Et l'ASS n'était pas si supérieur que ça au reste du championnat. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où moi, je trouve que le résultat est décevant. À la mi-saison, être seulement quatrième avec 31 points derrière le Red Star, à égalité du Mans, à seulement un point d'un club comme Dunkerque, c'est loin d'être suffisant au regard de l'investissement consenti. On est censé avoir une équipe qui était dimensionnée pour la Ligue 1 l'année dernière, ou avec des joueurs plus ou moins de niveau Ligue 1. On a gardé nos meilleurs éléments, et ça ne suffit pas à, non pas dominer la Ligue 2, mais au moins jouer dans la même cour que 3 pour se battre pour la première place du championnat. Mais en termes de timing, on est encore dans les temps. C'est certes décevant, mais encore atteignable, ou pour toi ça y est, la première place est d'ores et déjà perdue et la deuxième va être compliquée à obtenir? Non, moi j'arrive toujours à croire en une deuxième place, et même c'est pas impossible que la première place soit accessible. Troyes tourne très bien en ce moment, ils ont eu beaucoup de réussite. Pour ceux qui ont vu le match face à Boulogne, ça tourne quand même vraiment, vraiment en leur faveur cette victoire-là. Tout marche pour eux pour le moment. Ils peuvent avoir aussi une période de trou en seconde partie de saison. Quand Ben Tayeb n'est pas là, c'est pas aussi facile. Il peut y avoir un petit trou d'air de l'attaquant troyen, il peut y avoir des matchs un peu plus compliqués. Tout peut aller très vite. Il y a l'année où on monte en Ligue 1, quand on se retrouve à la mi-saison, on n'en est pas du tout dans cette situation-là. On ne sait pas du tout où le club va. Laurent Batles, c'est à peu près à ce moment-là qu'il va se faire écarter de son poste. Jamais on peut imaginer la SS faire un retour comme ça sur la seconde partie et aller décrocher des places de barragiste, puis une place en Ligue 1. Donc non, il ne faut pas dire que le titre est à oublier, mais raisonnablement, actuellement, la SS ne vise pas le titre au regard des performances de ces dernières semaines et du niveau global affiché surtout. Je vous missionne dans le chat avant de vous donner la parole. Est-ce que quelqu'un peut aller voir à combien de points
on était l'année de la remontée au moment où effectivement il y a eu le changement de coach, Batles Dalloglio. Je me souviens plus exactement à combien de points on était, je serais curieux de la voir. Justement, dans le chat, Gab, quel bilan dressent nos auditeurs de cette première partie de saison? Bah écoute, c'est un bilan qui est décevant Ouais. pour la grande majorité des viewers du soir. On a Franz qui nous écoute depuis la Guadeloupe, qu'on salue, qui nous dit déçu, je suis très déçu. On aurait dû être premier. Notre problème, c'est le coach Eric Orneland. On a Fad Santé qui nous dit on reste dans les temps. Un peu d'optimisme. On a Leïla Reb qui nous dit, qu'on salue aussi, fidèle auditrice, qui nous dit on devait rouler sur la Ligue 2 et finalement la Ligue 2 nous roule dessus. On a des problèmes de riches après avoir eu des problèmes de pauvres. Les Boulas qui nous dit mon avis, je suis déçu de la première partie de saison, j'espère une meilleure deuxième partie. En même temps, on n'a jamais eu ou quasi jamais eu tous nos joueurs disponibles en même temps, à chaque fois trois ou quatre joueurs blessés. C'est vrai que c'est un constat qui est pas mal revenu sur le chat. On a Pascal qui nous dit août, septembre et octobre, ce n'était pas vraiment folichon, mais au moins on était leader. Novembre, décembre, janvier, c'est catastrophique. Il nous dit qu'on est dixième seulement Ouais. sur les 3 derniers mois. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. On a Céline qui nous a envoyé un petit message là aussi, qui nous dit c'est une vraie déception au classement. Ça fait mal de voir notre SSE se traîner derrière 3, être avec Reims, le Red Star ou même Le Mans qui nous colle. On avait espéré mieux après ce début de saison prometteur et pourtant, entre défaites frustrantes et matchs nuls évitables, on se retrouve à courir derrière le peloton. Ouais. Donc globalement, il y a de la déception et un peu de lassitude, je pense, après cette première partie de saison un peu frustrante. Après, dans les arguments que tu as remontés du chat, il y a quelqu'un qui disait que on avait souvent 3 ou 4 blessés, mais ça, j'ai un peu l'impression, Alex, tu me dis si je me trompe, hein, mais que c'est le lot de tous les clubs finalement. Bah, c'est le lot de tous les clubs. Et puis, alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que la Ligue 2 nous roule dessus, hein. Je trouve que là, on est un petit peu dans le pessimisme. Faut faire attention à pas non plus partir dans ce pessimisme-là. On est quatrième. On est à un point des places qui nous permettraient de monter directement, à savoir la deuxième place. Donc bon, voilà, ça veut dire aussi que on a un super leader aujourd'hui qui a 38 points. Ok, il est là, pas de problème, il est indiscutable. Derrière, le peloton est largement resserré. En 2 points, on descend jusqu'à la sixième place. Alors, je regardais parce que tu as posé la question avec Battles ou sans Battles, en tout cas la 18e journée de la dernière saison où on est monté en Ligue 1, on avait 3 points de moins que ce qu'on a aujourd'hui. Ok. 28 points. Mais ça Ce a qui suffi veut à faire dire, sauter le coach. et ça a suffi à faire sauter le coach, sans revenir sur le sujet Eric Orneland, on est en droit de se dire aussi qu'il a un autre matériel que ce qu'avait Battles à l'époque. Ouais. Et donc, on est en droit d'attendre davantage de Saint-Étienne. Alors, Et la Ligue 2 à l'époque était peut-être plus relevée en plus. et la Tout Ligue à 2 fait. était peut-être plus relevée en plus à l'époque, ouais, tout à fait, parce que il a fallu s'en extirper de cette Ligue 2. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux super épouvantails, Saint-Étienne et Troyes. Voilà, pour moi, Reims, même si c'est devant, ça, c'est une équipe qu'on doit pouvoir maîtriser. Il y a de la qualité à Reims, attention, hein. Mais ce qu'il y a, et c'est une habitude depuis quelques saisons, il y a des équipes surprises outsiders qui tiennent le choc quasiment jusqu'au bout. À l'époque, on avait vu Laval qui avait joué ce rôle-là. Là, on a toujours Dunkerque, Le Mans, le Red Stars, des équipes qu'on n'attend pas forcément là, et puis qui occupent les premières places et qui tiennent le choc à mi-saison. Donc ça perturbe aussi les pseudo-gros qu'on attend plus en haut. Il faut se méfier de Montpellier aussi, hein, qui est milieu de tableau, qui vient Qui a un match en moins. d'exploser Metz. En plus, qui a un match en moins, tu as raison non, qui a pas de match en moins, qui a 18 journées. En tout cas, sur ce Ah, que je mais vois, oui. Ouais. Oui, si, c'est vrai. Mais Pardon. enfin, oui, moi j'ai 18 jours. Enfin bon, mais peu importe. Je veux dire, le signal envoyé en Coupe de France à Metz, même si Metz est un mort-vivant aujourd'hui, hein, il est quand même intéressant. Ils gagnent 4-0 à l'extérieur, c'est solide. Alors ils n'ont pas une thune, ça c'est autre chose. Mais voilà, il faut se méfier de ces équipes Montpellier pourrait faire une fin de saison, une deuxième partie de saison à la Saint-Étienne il y a 2 ans, hein. Ouais. Pourquoi pas, hein. Oui, Voilà. c'est une petite coquille sur le classement qui est affiché là, effectivement, le 17 journées pour Montpellier et Dunkerque.
Bon, j'ai l'impression qu'on est quand même à peu près tous et toutes d'accord pour dire que on est loin de nos espérances, que c'est quand même assez décevant. Mais à qui la faute ou à quoi la faute? Est-ce que tu nous parlais, Antoine, de l'effectif? Est-ce que c'est les individualités qui sont pas au niveau avec Bernauer beaucoup blessé, Chico Lamba pareil qui s'est blessé, Ferreira, Nan qui ont été recrutés et qui sont pas forcément au niveau, Stassin, Cardona qu'on a réussi à conserver de la Ligue 1 mais qui surperforme pas en tout cas, ou qui performe pas au niveau où il devrait. Est-ce que, alors on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais est-ce que c'est la faute de Eric Horneland qui a pas beaucoup d'idées, qui analyse pas beaucoup les matchs des équipes adverses, même s'il a dit qu'il allait progresser là-dessus? Est-ce que c'est la direction qui est défaillante? Est-ce que c'est le mercato qui a été mal géré l'été dernier, avec notamment, on pense au cas Pierre et quoi? Bref, cette question est beaucoup trop longue, mais pour toi, à qui la faute? À quoi la faute? C'est rarement la faute d'un seul homme, sans vouloir protéger Eric Horneland. Bien au contraire, il a beaucoup de responsabilités dans les performances globales de l'équipe parce que le mercato, il a peut-être pas tout choisi dans le mercato, mais mine de rien, il fait partie de ce projet-là porté par Kilmer. Les joueurs, il les a sûrement validés au moment de leur arrivée. Pour autant, il s'est un petit peu étonné récemment en conférence de presse de trouver régulièrement des joueurs dans d'autres clubs de Ligue 2 très bons, très intéressants, comme si il n'avait justement, comme tu le disais, peut-être pas assez analysé cette Ligue 2, que les dirigeants avaient peut-être pas assez regardé ce qui se faisait en Ligue 2 pour recruter et avait préféré passer par d'autres canaux, des Mais canaux data, des canaux il d'autres le dit agents lui-même, peut-être. hein, Orneland, hein, il l'a dit lui-même, hein, que jusqu'ici, il analysait pas trop les équipes adverses, parce que pour lui, l'important, c'était de se concentrer sur Saint-Etienne. Et que avant de chercher à contrer l'adversaire, il fallait d'abord développer son propre jeu. Ce qui sur le principe peut être une idée qui peut s'entendre, mais avec certaines limites. On est Ouais. t'es obligatoirement obligé de regarder ce que font les autres, même si sur le papier, tu as des joueurs qui sont censés être supérieurs à leur adversaire, mais finalement, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de joueurs qu'on nous a présentés comme des super joueurs qui sont pas des super joueurs. Hein. Je pense encore une fois, on y revient à Ferreira, à Monsieur Hanan, à Maxime Bernauer qui a eu quelques difficultés quand même, en plus d'un physique un petit peu léger. Donc voilà, c'est un petit peu un tout. Il y a quand même, on en attendait beaucoup et c'est une machine qui devait prendre de l'épaisseur au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de la saison, pardon. En début de saison, la machine semblait bien tourner, mais les idées du coach ont peut-être été aussi très bien comprises par les adversaires. Ouais. On avait des adversaires qui savaient appuyer sur les points forts, les points faibles de la SS, je veux dire, c'est-à-dire les renversements de jeu, jouer dans le dos des latéraux pour les surprendre en changeant régulièrement de côté. Ça nous a fait beaucoup de tort face à toutes ces équipes-là. Dès qu'on tire le bloc, dès qu'on étire vraiment notre bloc, on a du mal parce qu'en plus les centraux peuvent parfois avoir du mal à gérer les espaces quand ils sont plus que deux dans l'axe. Voilà, c'est un petit peu un tout, mais vraiment on est en droit d'être déçu par rapport à ce qu'on nous avait vendu cet été. Il y a des mercato ratés, il y a des joueurs qu'on attendait, qu'on n'a pas vu du tout aussi. Je pense à Stojkovic dans le couloir droit, on a dû voir une ou deux fois cette saison. Euh, on attendait aussi Pierre Egua qui puisse être là, mine de rien, il n'a jamais été là depuis le début de l'année. Le coach n'a pas réussi jusqu'à présent à insuffler un second souffle, parce que même les récentes performances, enfin les récentes victoires de la SS, c'est des victoires vraiment tirées par les cheveux, sans séduire. À l'inverse du début de saison, où on séduisait un petit peu. Donc voilà, c'est un peu un tout. Il y a d'un côté voilà, toutes ces décisions du coach qui ne fonctionnent plus, et les joueurs, beaucoup de joueurs qui déçoivent quand même de leur niveau global. Ouais. Mais je rebondis sur ce que tu dis. Tout ce que tu dis, en fait, témoigne de quelque chose dont il faut parler quand même. C'est le manque de respect incroyable qu'ont les nouveaux dirigeants avec la Ligue 2 du football français. Croyant que notre Ligue 2 est une espèce de régional amélioré où les entraîneurs n'ont pas le niveau suffisant pour faire performer les équipes, c'est-à-dire le niveau suffisant pour se dire tiens on va aller voir ce que fait Saint-Étienne pour les analyser et essayer de les contrer. C'est un manque aussi de modestie incroyable. Et ce manque de modestie, on le retrouve aussi dans leur analyse du mercato. Euh, Ils pensent très honnêtement, et d'ailleurs ils regardent d'abord à l'étranger avant de regarder la Ligue 2. Je suis content d'entendre Eric Orneland dire qu'il y a de bons joueurs en Ligue 2, parce que si on prend
tous les 25 meilleurs joueurs de Ligue 2, je peux vous assurer qu'on peut se faire une belle saison en Ligue 1. Donc, il y a un moment donné, peut-être aussi qu'il faut pointer ce manque de modestie de la part de Kilmer et de respect aussi du football français à l'étage inférieur de la Ligue 1. Parce que ça commence à devenir un petit peu problématique, cette façon de vivre dans leur entre-soi, sans se soucier de ce qui se passe dans le microcosme du football français. Mm. Voilà, donc c'est peut-être une gestion à l'américaine, un petit peu condescendante des choses, mais en tout cas, ça commence à se voir, ça commence à faire parler aussi dans le petit milieu du foot français. C'est cette façon d'incarner ce manque de modestie. Voilà, je crois qu'on a un vrai problème à Saint-Étienne à ce niveau-là, et ça transpire dans tout le club. Et quand je dis dans tout le club, ça va des joueurs avec leur faux discours à la mi-temps ou en fin de match, la communication aussi, hein, Ouais. Beaucoup du qui est très paraître, quoi. sûre d'elle quand elle balance des choses. On est content, on est bien, tout est magnifique, c'est génial. Quand il y a une mauvaise nouvelle, personne n'en parle. Et puis dès qu'il y en a une bonne, on en fait un feu d'artifice. Donc moi, ça me gêne beaucoup parce que c'est pas ça, Saint-Étienne, et c'est pas le Saint-Étienne qui correspond à ses supporters qui ont été forgés dans un autre moule. Tout à fait. Alors justement, ces supporters, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur à qui la faute par rapport à la déception dont on parlait de cette première partie de saison, sans tout jeter, bien sûr. Bah, là encore, on a la direction, comme en disait un petit peu Alex, qui prend quelques tirs. On a Franz qui nous dit la faute est que Kilmer a mal choisi son président. On a Nathalie Delorme qui nous dit justement, qui pose la question, la présidence ne communique pas. C'est vrai que Gazidis, on l'a pas entendu de la saison, je crois, Qui ça? ou peut-être en début de saison. Gazidis, oui, notre président Ah oui. Ok, oui. qui est un petit peu Le chauve, là. fantomatique. Ouais. J'ai la ref. On a aussi Leïla qui nous dit on a quand même un coach, on en parlait, qui ne regarde pas de vidéos des équipes adverses, un mercato onéreux et mal calibré. Et on peut aussi se poser d'autres questions, car on a changé le staff médical et on a toujours autant de blessés. Donc voilà des raisons qui font que la première partie de saison est mauvaise. On a les boulets SSE qui nous dit alors je dirais en premier, sur les problématiques de la première partie de saison, en premier la direction, car en Ligue 2, il faut du vieux briscard qui connaît la Ligue 2 et pas que des paris. Et en deux, Horneland, car il n'a qu'un schéma tactique. On veut presser haut, mais on n'a pas les joueurs pour. Et on a Mika Sama qui nous dit aussi, sur le terrain, nous devrions avoir tout le temps au moins 6 joueurs chevronnés de bon niveau et les places restantes attribuées à des jeunes qui apprennent à leur côté. Donc, euh, donc voilà, on a aussi là c'est des messages qui viennent d'arriver sur Twitch, pardon. On a Sosigno qui nous dit l'arrogance et la suffisance à tous les étages, c'est notre plus gros souci. Il pointe la direction, le staff technique et les joueurs. Donc voilà globalement ce qui se dit sur nos chats respectifs. Et on a Mika Sama aussi, dernier message, qui nous dit un schéma de jeu très ou trop exigeant qui n'est pas accessible à tous et qui met les organismes à rude épreuve, d'où l'infirmerie pleine. Et on a un vrai problème de communication à tous les étages. Ouais. Donc voilà, globalement, il y a des problèmes un peu partout dans Les cette torts sont ASSE. partagés, on peut le dire assez Exactement. aisément. Il y a Clément qui nous a rejoint pour la partie mercato. Alors avant qu'on lui laisse la parole, on va essayer de faire ça assez rapidement. Je vais vous demander dans le chat de me donner votre top, votre flop et votre surprise de cette première partie de saison. Un de chaque, un top, un flop, une surprise. Et je vais demander ça aussi à mes chroniqueurs. Donc Alex et Antoine, vous me donnez tous les deux votre top de la saison. Antoine, qui est ton top de cette première partie de saison? Alors, je vais partir sur Florian Tardieu, un joueur qui est là depuis de longues années, qu'on n'attendait pas forcément en début de saison au regard du mercato stéphanois. On pensait vraiment que ça allait être un second couteau. Du moins, moi, je l'imaginais vraiment comme un second couteau. Et finalement, il est là, il fait le boulot. Certes, il y a des matchs où c'est un petit peu plus compliqué pour lui, mais c'est un joueur qui lâche rien. C'est un joueur qui donne tout. C'est un joueur qui triche pas. C'est un joueur qui a su être décisif. On peut lui en vouloir sur ce penalty face à Ouais. Bastia, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un joueur qui a été
assez consistant dans ses Mm. performances depuis le début de la saison. Et c'est un joueur qui connaît la Ligue 2, ça se sent. Il est à l'aise dans le championnat, il sait comment prendre ces équipes-là, il ne les prend pas de haut, contrairement à certains qui peuvent peut-être les prendre de haut. Donc voilà, c'est un des joueurs qui m'a touché dans cette première partie de saison assez morose, mine de rien, sur beaucoup de points. Je te rejoins, sa régularité, notamment 1609 minutes jouées, juste derrière l'Arseneur avec 1620 minutes. Et après, il y a un gros trou qui se creuse en nombre de minutes jouées. Ton top à toi, Alex? Ben, moi, je vais vous décevoir, j'ai pas de top en fait. Alors, si Allez, j'ai droit à 2 surprises, je donne pas de top. allez, Parce que, très bien, franchement, ça me va. non, mais c'est vrai, voilà. Donc, j'ai pas de top. On gagne du temps. On J'ai pas de gagne top. du temps parce que Clément nous attend. Un flop, Ouais. Antoine. Le flop, bah, je vais me diriger vers Ferreira, hein, Aïe, aïe, qui a aïe. été trop souvent en dessous de tout, malheureusement. C'est pas, enfin, sans vouloir lui jeter la pierre forcément, parce qu'il il était certes dans une spirale négative. On a vu qu'en début de saison, il était capable de faire des bons matchs. Il y a eu quand même deux, trois bonnes apparitions. Et ensuite, ça a été la descente aux enfers pour lui, hein. C'était devenu un demi-joueur de foot qui marche plus droit sur un terrain. On aurait dit presque Kolo Djerdjiak à une grande époque, quoi. Il arrivait plus à se situer, il n'arrivait plus à faire une passe. C'était vraiment triste à voir. Et c'est pas pour rien qu'il a quand même disparu ces derniers temps. Je pense il a aussi mal physiquement qu'à la tête. Très bien. Et une surprise, Antoine, et comme ça on termine avec les deux surprises d'Alex. Et ben, en surprise, notre cher Joshua Dufus, on Ah, savait que c'était un joueur avec beaucoup de potentiel, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est Madine Synthé. C'est un joueur qui dévore les espaces, c'est un joueur qui se bat, c'est un joueur qui met des coups à ses défenseurs, c'est un joueur qui frappe quand il peut frapper, c'est un joueur qui est pas dans le calcul du tout, c'est un joueur très généreux, et mine de rien, à Synthé, notamment dans les matchs à domicile, sa première apparition, ça a tout de suite été ça, ouais. et tout de suite les supporters ont compris que voilà, ça serait peut-être pas le plus élégant balle au pied, ça serait peut-être pas le plus fin dans ses choix, mais au moins c'est un joueur qui dégage quelque chose, qui a une personnalité, et j'espère rapidement le revoir parce qu'il va nous faire beaucoup de bien dans l'état d'esprit sur cette seconde partie de saison. C'est notre nouveau Wadji en plus précis devant le but. Ouais. Et ouais, moi, Ouais. pareil, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour Dufus sur la première partie de saison. Ouais. C'est difficile de pas avoir un coup de cœur pour un joueur généreux comme ça, Ouais. surtout quand, en comparaison, on a un joueur comme Stassin qui est certes bourré de talent, qui a beaucoup de qualité, mais qui est un peu plus suffisant dans la manière d'être. Et puis voilà, il y a eu Ouais. toutes ces histoires de mercato l'été dernier. À côté, on a Dufus qui était là tout l'été. On savait qu'il allait signer, pas signer. Enfin, combien de temps ça a mis pour qu'il signe? Il y a toute cette histoire un petit peu rocambolesque. Premier match, il se montre décisif tout de suite. Il Ouais. vient haranguer le public. Voilà, l'histoire, elle peut qu'être belle avec lui. Et en comparaison avec Stassin qui fait un peu star, c'est vrai, dans Mm. l'effectif, et ben il y a une grosse différence qui nous pousse à apprécier l'anglais. Tout à fait. Alors, mon cher Alex, tes deux surprises. Ouais. T'es escucho. Ouais, j'ai 2 surprises. Bon, moi, on me demande pas mon flop, mais si vous vous en voulez un, c'est Ferreira. Voilà, ça Oh, c'est fait. pardon, désolé. Non, mais Désolé, j'ai c'est pas oublié ton grave. flop. Mais, non, mais on exclut tout le monde ici, ça, c'est incroyable. Alors, si j'avais eu un top quand même, ça aurait été Chico Lamba, mais il a été blessé. Voilà, c'est juste Ouais. pour dire. En surprise, Dufus, évidemment, c'est mon chouchou cette saison, en tout cas. Incroyable, j'adore ce joueur. On l'a vu tout de suite sur sa première touche de balle, sur ses premières secondes sur la pelouse. On a vu tout de suite que ça allait être un joueur qui allait être adoré par le chaudron. On l'a encore pas suffisamment vu, mais pour moi, c'est potentiellement un joueur qui va être waouh, le chouchou avec un grand C du chaudron. Il a encore des buts à marquer, des passes D à transmettre. Et voilà, c'est top. Et vraiment, j'ai envie qu'il confirme. Et on a tous envie qu'il réussisse quand il est sur la pelouse, ce gamin. Donc voilà. Petite Et question par rapport à Dufus. Est-ce que tu penses qu'on risque de le perdre un petit peu avec le peu de temps de jeu qu'il a? Est-ce qu'il risque pas de s'impatienter un peu ou pas? non, parce qu'il a faim et qu'il est formé à l'anglaise. Donc Ouais, c'est des mecs, j'ai l'impression, quand ils rentrent, ils bouffent la pelouse, quoi. On est proche de jouer sur un stabilisé, hein, quand ils rentrent, hein. Ils bouffent la pelouse, ils bouffent les secondes, ils bouffent les minutes, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il arrive à éteindre Stassin, parce qu'il est passé devant Stassin à un moment donné, il faut quand ouais. même le dire. On attendait Dufus devant, pas Stassin. Donc ouais, alors attention, maintenant Dufus, il correspond à un style de jeu aussi. Il bouffe les espaces, et pour ça, faut pas trop dominer non plus. Faut être capable de partir d'un petit peu plus loin, mais voilà, il est d'une générosité incroyable. Très rapidement, ma deuxième surprise, c'est Kevin Pedro, parce que j'adore le joueur aussi. J'aime beaucoup son intelligence, j'aime beaucoup
comment dire, il a réussi à apaiser un peu cette défense centrale, beaucoup plus qu'un Bernauer, beaucoup plus, bon, je ne vais pas parler de Batou Binsika, mais beaucoup plus en tout cas que d'autres en l'absence de Chico Lamba. Donc Kevin Pedro, pour moi, c'est même de la graine à aller piquer la place de Nadé à côté de Chico Lamba. Ok. Très bien. Et ben Kevin Pedro, on va revenir sur son dossier, vu qu'on va parler de sa prolongation qui a été officialisée aujourd'hui. Et avant ça, désolé, après on arrive, promis Clément. Gab, dans le chat, on leur a demandé aussi leur top, leur flop, leur surprise. Est-ce qu'il y a des noms qui reviennent plus que les autres? Ouais, je vais y aller en fonction des noms. Je vais pas vous prendre tous les messages parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup. Yes. Mais ce qui revient beaucoup, notamment, enfin, on va commencer par le top. Ce qui est pas mal revenu, c'est David Ashvili, meilleur buteur du club, Mhm. Dufus aussi, qui a été particulièrement apprécié. Euh, Jabber qui revient un petit peu au milieu de terrain. Ah, moi, tu vois, Jabber, ce Euh, serait presque ma déception parce que j'en attendais énormément en début de saison. ouais, Et finalement, je trouve qu'il se moyennise un petit peu. Mais bon, bref, je ouais, il est suis un pas peu rentré dans chroniqueur. le rang, on va Ouais, dire. Mais t'as aussi Boakier aussi qui revient, ouais, par quelques fulgurances a quand même fait beaucoup de bien. Dans tout à fait. les flops, on a Bernauer, on a Ferreira, on a Hanan, les noms qui sont revenus finalement. On a aussi de la part de Céline la direction, la gestion des joueurs, la défense centrale, le manque de leadership. Euh, on a ouais, Ferreira, Bernauer, Hanan, c'est ce qui revient globalement. On a Stassin aussi qui revient. Je pense que beaucoup de monde a été un petit peu, enfin, très déçu même Ouais. de son rendement et de son implication. Et parmi les surprises, Dufus revient aussi, mais la palme est aux deux jeunes, El Jamali et Pedro, qui là, ces dernières semaines, ont pris pas mal de temps de jeu et ont l'air d'avoir convaincu nos auditeurs. Donc voilà les noms qui reviennent sur les deux chats. Et attention à Paul Aymar aussi qui peut se faire Ouais. sa petite place assez rapidement, j'ai l'impression. Comme quoi, ils vont bien, ces jeunes. Ouais, ouais, franchement, on s'attendait pas à ce qu'avec le Ah mercato qu'on oui. ait fait, on ait à compter sur eux, mais ouais. En parlant de mercato, salut Clément. Bonsoir à tous. Oh là là, cette voix, incroyable. Quelle voix, mais quelle voix. Comment tu vas Clément? Bonne année. Bah, bonne année à tous. Écoute, ça va très bien, ça va très très bien. On va parler un petit peu de mercato. Bon, pas d'énormes scoops, mais on a quand même deux trois choses à dire. Il y a pas mal de dossiers en cours, il faut en parler. Tout à fait. Alors, sachez quand même, je dois vous signaler quelque chose d'assez important, c'est que le travail de Clément est plus difficile avec la nouvelle direction qu'avec l'ancienne. Sous l'ère Roro Kayazo, c'était un petit peu plus facile d'avoir des infos. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus obscur, mais on va avoir quand même quelques petites choses à se mettre sous la dent. On va commencer en parlant des départs. Je vois qu'il y a un nom qui est rayé pour l'instant dans ma liste, c'est Ivan Masson. C'est ça, Ivan Masson qui a rejoint l'AEL Larissa en Grèce la semaine dernière. Départ définitif pour Ivan Masson. Donc le dégraissage a déjà commencé à la SSE et c'est une première bonne nouvelle, je pense, on peut le dire dans ce mercato. Ça s'est passé comment son premier match à Ivan Masson? Le Ah, méchant. je pense que qu'il ne vaut mieux pas en parler pour lui, mais oui, Ouais, je crois qu'on est sur un premier carton rouge ouais. rapide. En 10 minutes, ouais. C'est terrible parce que moi, vous le savez, hein, je l'ai dit plein de fois dans le Saint Night Club, mais c'est un joueur pour qui je me suis assez attaché. Enfin, il avait quand même fait des débuts assez tonitruants chez nous, où il avait fait quelques prestations de très haute volée. Je me souviens de quelques débats où on disait peut-être qu'il tape à la porte de l'équipe de France. Ah oui, c'était dingue. Et puis il a été gravement blessé. On a parlé de dépression, qui est un sujet pour lequel on peut avoir aussi pas mal d'empathie. Il y a eu le clash avec les supporters. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du passage de Ivan Masson chez les Verts? Son niveau affiché au début, ce différent avec les Ultras à Sochaux, les départs, les prêts avortés. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de son passage sous le maillot vert, Antoine? Et ben voilà, c'est un joueur qui sort un peu de nulle part à la base. On va le chercher dans des divisions inférieures. On sent que c'est un joueur qui est généreux, qui a certes des qualités, mais qui a malheureusement trop de défauts pour s'installer au plus haut niveau. On sent que physiquement, c'est un joueur qui a jamais été au point. Euh, Son corps lui a fait défaut.
sans trahir de secret, je pense que son hygiène de vie n'était pas non plus faite pour s'installer au plus haut niveau. On se rappellera qu'il a été décisif dans le barrage retour face à Metz, qui nous a quand même permis, grâce à cette performance-là, d'aller chercher la Ligue 1, quitte à limite se battre avec des supporters et des vigiles. Donc voilà, moi je vais essayer de rester sur cette image-là. Son but à Nantes aussi, il me Oh semble qu'il là avait là. un but assez dingue à Nantes. Voilà, on va plutôt rester Ouais. sur ces belles images plutôt que sur le négatif. Bon vent, Ivan Masson. Oui, ça a pas l'air d'être un mauvais bougre, donc on lui souhaite évidemment une bonne suite pour sa carrière. Alex, toi, tu retiens quoi de Ivan? Moi, je retiens, ouais, ces bons premiers mois, et puis après, peut-être pas eu peut-être l'intelligence de bien s'entourer aussi. Parce que s'il avait été mieux entouré, il aurait été mieux conseillé, ça lui aurait évité certaines sorties malheureuses dans la presse ou certains dérapages. Ah oui, tu Il penses avait, au passage au Paris FC? ouais, Ouais. notamment, ouais. Et puis, bah, il avait des qualités. Après, il les avait pas toutes, et puis son corps l'a lâché, mais Ouais. en même temps, il a aidé son corps à le lâcher. Bon, c'est dommage. C'est un joueur qui était en équipe de France Espoir, qui a montré de belles choses. En confiance, il est capable de choses vraiment très bonnes. Mais voilà, c'était l'ombre de lui-même, et je crois que c'est mieux qu'il soit parti, et pour lui et pour nous. Je vois qu'il y a des gens qui nous demandent si on va parler des pistes de joueurs suivis, bien sûr, mais vous connaissez Internet, comment ça marche, le watch time. On commence par les départs et ensuite on termine par les arrivées. Alors, tant qu'on est sur les départs, est-ce qu'on a d'autres pistes de départ? On sait que ça fait partie des objectifs de la direction de dégraisser un petit peu dans ce mercato. Oui, oui, bah clairement, il y a un autre joueur qui est indésirable et qui pourrait être amené à partir, c'est Batou Binsika, avec une porte de sortie qui est cherchée. Là, il vient de rentrer de la CAN. La RDC a été éliminée par l'Algérie. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de se trouver un point de chute, mais ça va pas être évident. Batou Binsika, il lui reste 6 mois de contrat. Évidemment, personne ne payera pour l'acheter. Donc il faut viser une libération de contrat. Oui, c'est ça, le À plus voir probable, c'est si. c'est que le contrat soit rompu et qu'il s'en aille libre, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Personne ne payera pour un joueur à 6 mois de la fin de son contrat et encore moins pour un joueur de son calibre. Ok. Quelque chose à dire sur Batou Sika? Est-ce que c'est une déception pour vous? Est-ce que, au contraire, bon, c'est un peu la suite logique? Merci, au revoir, hein. Ouais. Ouais, non, rien de plus, franchement. Je suis pas sûr qu'en plus dans l'investissement, il fasse tout pour faire mentir les gens qui Mm. le mettent en dehors du groupe. Donc, merci pour les services rendus, et au revoir. Voilà. Eh Et, ben et voilà. bravo pour ta célébration face à Toulouse la dernière dans le match du maintien où tu fais un gros shoot au public alors que c'est le but du 3-2, il me semble, quelque chose comme ça. Félicitations pour ça. Si vous êtes sur Twitch, vous pouvez utiliser l'émote facepalm pour cette célébration terrible. Est-ce qu'on a d'autres départs potentiels prévus, attendus? Alors, départ attendu, oui. Maïdine Makloufi qui va s'engager avec l'ESL Dunkerque. Euh, on parle du coup d'un joueur qui va être libéré par la SSE, très probablement de ce qu'on nous a dit avec un pourcentage à la revente. Ça devrait se conclure là sur le début de semaine. Madine Makloufi qui était un latéral gauche de la réserve qu'on avait vu une fois en Coupe de France contre Ketchini Ouais. en novembre dernier. Donc voilà, le départ est acté à 99%, il va rejoindre Dunkerque. Et sur les autres départs potentiels, bah, on a déjà Nguessan déjà, qui est dans le viseur de Bluco, de Chelsea, de Strasbourg, avec une offre qui a déjà été repoussée par la SSE et un départ qui semble se préciser puisqu'il lui reste 1 an et demi de contrat et qui refuse de prolonger. Et enfin, la SSE qui, selon Sacha Tavolieri, a repoussé une offre de 10 millions et demi d'euros plus 3 millions et demi, plus 3 millions de bonus, une offre de l'Olympiakos en Grèce. Donc Saint-Etienne on attend plus que ça pour laisser partir son meilleur buteur. Mais Alors, globalement, comme une l'été offre dernier, verbale, hein. Une offre verbale, une je offre crois. Il verbale. dit, Ouais, mais alors, connaissant les dirigeants grecs, une offre verbale, c'est presque pas d'offre, hein. ouais, mais il faut savoir que dans le foot, il y a beaucoup d'offres qui sont transmises sont des offres verbales, hein. Quand on emploie le mot offre dans les médias, c'est parfois, pour pas dire souvent, des offres verbales aussi. Mais oui, c'est sûr que c'est du coup quelque chose qui n'engage à rien du tout. Ouais. Et on a du coup l'Olympiakos qui est sur le dossier, et on a aussi Everton, on a aussi des clubs turcs, Benfica.
Donc voilà, pas mal de sollicitations pour Davitashvili, mais la porte n'est pas ouverte du côté de la SSE pour le moment. Ouais, ok. À moins d'une offre irrefusable, on connaît le discours. Donc, tu as évoqué deux dossiers. Donc, sur Gian N'Guessan, pardon. Pour commencer, quand tu parles de propositions de Blueco, de Strasbourg, de Chelsea, tout ça, est-ce que c'est des offres de transfert ou plutôt dans l'optique d'un prêt? J'imagine que s'il veut pas prolonger, c'est plutôt pour un transfert. Ah oui, non, c'est clairement pour Ouais. un transfert, c'est pour une signature définitive à Chelsea et potentiellement après à Strasbourg derrière, à l'image de Matisse Amougou, pour qui il y avait une signature, 6 mois d'adaptation en Angleterre et derrière un prêt à Strasbourg que beaucoup avaient pris pour une grosse déception pour Amougou, alors qu'en réalité le prêt il était déjà ficelé depuis 6 mois, c'était prévu au moment de la signature qu'il soit prêté à Strasbourg à ce moment-là. Donc oui, si jamais il est amené à signer là-bas, c'est plutôt ce vers quoi on se dirige, mais en tout cas pour l'instant il ne peut pas prolonger à Saint-Étienne. Donc la seule option pour les dirigeants afin d'en récupérer un petit billet, c'est de le vendre cet hiver ou l'été prochain, mais plus les mois avancent, plus sa valeur va diminuer tout simplement. Évidemment. Bah alors, Antoine, sur le dossier N'Guessan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que c'est un peu compliqué. À la fois, il est annoncé comme peut-être le plus gros potentiel du centre de formation, et en même temps, pour l'instant, à chaque fois qu'on l'a vu en A, ça s'est pas passé de manière incroyable. Après, il est extrêmement jeune. Toi, tu verrais d'un bon œil son départ? C'est dur à dire, franchement, C'est difficile. reprendre un petit peu tes propos. D'un côté, c'est frustrant que tout le monde dise, que tous ceux qui l'ont vu chez les jeunes régulièrement disent que c'est un des plus grands espoirs qu'on a eu ces dernières années, que c'est un joueur bourré de potentiel avec beaucoup de qualité. Et de l'autre, vendre 8-10 millions à un joueur qui a jamais joué, bah pourquoi pas prendre le billet. Sauf que si j'aurais eu cette réflexion, j'aurais pu avoir cette réflexion il y a quelques années. Désormais, la SS n'est plus un club qui a besoin véritablement d'argent. On a pu le voir sur les dossiers Stassin, sur les dossiers Navitashvili, et c'est ça qui me frustre le plus. Je me dis qu'on est capable d'attendre un an de plus, d'essayer de négocier une prolongation de contrat pour d'une année ou de 2 années pour pouvoir voir ce qu'il peut donner à ses 18 ans, quand il va prendre un petit peu en épaisseur, jouer un peu plus régulièrement avec Léa. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc voilà, je serais un peu déçu de le voir partir avec la direction actuelle, parce que c'est pas vraiment une question d'argent désormais, c'est plus une question d'ambition. Ouais. Et Alex, pour passer au sujet Davitashvili, je t'ai entendu réagir. J'ai aussi entendu que certains supporters de l'Olympiakos qui disaient oui, bah, clairement, vu les finances du club, une offre à 13 millions pour Davitashvili, c'est peu probable. Toi, le départ de Davitashvili, c'est quelque chose que tu attends, que tu espères, que tu redoutes et Bah, que tant qu'on n'a pas de remplaçant du même niveau, je le redoute, hein. Bah, de toute façon, ils vont pas trouver un remplaçant tant qu'il n'est pas parti, je pense. Bon, on en aurait les moyens, mais quelque part, ils vont pas empiler les joueurs. Mais bon, ils ont regardé à droite à gauche des profils qui pouvaient éventuellement permettre de lâcher Davitashvili. Maintenant, Davitashvili, si on regarde ces dernières semaines, c'est plutôt bon. Si on regarde les matchs d'avant, c'est plutôt extrêmement inconstant. Pour nous, au classement, en tout cas, des notes qu'on attribue aux joueurs en fin de rencontre, il est quand même dans la queue de classement, mais il fait partie des joueurs qui ont été le plus de fois élus meilleur joueur du match. Ça montre toute son inconstance. Une moyenne pas très bonne, mais très souvent meilleur joueur du match, en tout cas plus souvent que les autres. Donc voilà, c'est un joueur talentueux qui joue à l'envie, qui serait une perte pour Saint-Étienne aujourd'hui sans un remplaçant de ce niveau-là. Faut pas oublier que c'est un international A. C'est un joueur extrêmement déstabilisant pour les défenses. On n'en a pas tant que ça, finalement. On parle de Boaquier, mais Boaquier, il faut se rappeler qu'il a plus de stats depuis la mi-septembre. Cardona c'est pas forcément le Cardona qu'on attend non plus. Donc voilà, attention, hein, on parle beaucoup de notre défense comme un problème. Notre attaque est certes marque des buts, mais quand même, il y a des points faibles et elle montre pas toute la sécurité possible qui nous garantissent des résultats positifs pour la fin de saison. Voilà. Par contre, j'aurais juste en 5 secondes, Ouais. N'Guessan, pour moi,
c'est symptomatique de ce que sont les jeunes aujourd'hui et d'un entourage aussi de joueurs qui cherchent davantage peut-être l'argent que le bonheur du joueur. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il a 17 ans. C'est que s'il veut faire une carrière un début de carrière à la Amougou, en effet, il faut qu'il fasse ça. C'est-à-dire Amougou qui part, qui revient à Strasbourg, qui fait l'équivalent de 600 minutes depuis le début de saison à Strasbourg, en jouant davantage en Conference League. Voilà, qui se montre pas forcément à son avantage quand il est sur la pelouse. Bon, N'Guessan à 17 ans, je suis pas sûr que ce soit le bon choix d'aller Ouais. à Strasbourg parce qu'il y aura toujours quelqu'un devant lui à Strasbourg à cet âge-là, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Après, c'est pas le cas pour tous les jeunes. On va parler après tout à l'heure de Kevin Pedro qui a prolongé et d'autres jeunes qui pourraient prolonger. Mais avant de parler des prolongations, on va parler un petit peu des arrivées potentielles et des pistes qui pour l'instant sont retenues. T'as des choses à nous dire, je crois, notamment sur le poste de numéro 6, Clément. C'est ça, avant d'évoquer les autres postes, on va s'attarder sur le poste de numéro 6. Alors, on avait annoncé la semaine dernière que c'était la priorité de ce mercato, tout simplement, trouver une sentinelle. Le poste est déserté depuis le problème Pierrecois qui est porté disparu et qui ne veut plus rejouer avec la Saint-Etienne. Donc, on a une priorité cet hiver, c'est un numéro 6. Alors, on a pas mal de noms qui sont sortis. On a Rabi Nzingula, par exemple, de Strasbourg, qui était en prêt à Montpellier la saison dernière. Alors, ce qu'on va faire, c'est que sur tous les noms qui sont sortis, on va en parler un peu. Nzingula, c'est un joueur qui actuellement n'est pas un dossier en haut de la pile, mais qui devrait bien partir cet hiver. Il y a eu une petite réflexion dans le sens où le nouveau coach à Strasbourg veut le voir à l'œuvre quand même, mais on se dirige très probablement vers un départ cet hiver. Pour autant, Saint-Etienne ne s'est pas positionné très franchement là sur les derniers jours, dernières semaines. En revanche, c'est un joueur qui avait été sérieusement évoqué au moment et un peu après la Coupe du Monde du vin, donc en octobre-novembre. Là, à cette époque-là, c'était une piste relativement sérieuse, mais bon, à l'heure actuelle, pas une priorité pour la Saint-Etienne. Si Ensuite, jamais on a si jamais ça venait à se faire, ce serait une transaction qui se chiffrerait à combien à peu près? T'as une idée à combien le joueur est coté? c'est difficile à dire, mais c'est pas si cher que ça. Là, à vue d'œil, sans avoir la date de fin de contrat, je te dirais 2-3 millions, pas Ok. plus. C'est un joueur qui a fait une saison tout à fait correcte la saison dernière, mais on n'est pas non plus sur du top prospect. Mais voilà, à l'heure actuelle, enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de débat parce que c'est un joueur qui est vraiment pisté, mais on n'est pas sur la priorité Ouais. de la SSE. Ok, d'accord. Voilà. Ensuite, on a Pierre Duomo de Watford. Là, c'est une info qui est sortie comme quoi le joueur était très proche de signer, mais que finalement, ça ne se fait pas. Alors, la réalité, c'est qu'il n'a jamais été très proche de signer à Saint-Etienne. C'est un joueur qui a été étudié, dont le profil plaisait pas mal, mais aussi des points qui pêchent clairement, notamment la mentalité du garçon qui visiblement ne correspond pas tellement. Donc voilà, ça a été évoqué, mais ça n'a jamais été très proche de se faire, comme ça a pu être dit. Ok. Et ensuite, on a Jonathan Varane de QPR en Championship. Alors, c'est un joueur sur qui on était très chaud l'été dernier, en toute fin de mercato. Il y avait une offre qui avait été faite à QPR de prêt avec option d'achat, qui avait été refusée. Alors, c'est un joueur qui est toujours suivi, on l'imagine. En revanche, c'est pas non plus une piste concrète pour l'instant pour cet hiver. Pas d'échange poussé entre les deux clubs. Rien de tout ça pour l'instant. Voilà, on n'est pas du tout sur un dossier en haut de la pile non plus. Donc la priorité, en fait, on peut le dire, le nom n'a pas fuité dans les médias. La SSE regarde pas mal dans les pays scandinaves où la saison se finit l'hiver. Donc les joueurs sont plus susceptibles de partir sur ces périodes-là. Voilà, pas mal de noms qui sont évoqués en Suède, au Danemark par exemple. Mais sur les noms qui sont sortis actuellement, on n'est pas sur des joueurs qui sont proches de signer à la SSE. Est-ce que quand même sur les noms que vient de nous donner Clem, est-ce que y en a un qui vous parle en particulier? Toi, Alex, il y a un joueur que tu aimerais bien voir arriver, même si, comme le disait Clément, c'est pas forcément des priorités absolues? Non, parce que d'abord, c'est des profils que je connais pas forcément Hmm. beaucoup, hein, pour la plupart, donc je vais pas avoir je vais pas avoir
le toupet de vous dire que je les connais bien et que j'adorerais en voir arriver l'un ou l'autre. On les découvre un peu au fur et à mesure. Ça fait partie aussi de ces pistes un petit peu Kilmer, hein, qui nous changent de l'habitude, parce que d'habitude on les trouvait plutôt en France, les pistes stéphanoises. Là maintenant, on sort un peu des frontières. Non, moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on va réussir à combler deux postes, mais surtout ce poste de milieu défensif, hein, laissé vacant depuis le début de saison par Pierre Ecois. Et puis peut-être, avec cette blessure de Bernauer, peut-être qu'une réflexion est en train de s'engager sur le poste de central en défense. Mais en tout cas, déjà, ce poste de milieu défensif, c'est important qu'on puisse enfin y mettre quelqu'un dont c'est le vrai rôle d'être milieu défensif et pas des joueurs qui font pas qui font le nombre, mais en tout cas dont la première vocation Ouais. n'est pas de jouer à ce poste. Tu fais bien de l'évoquer, on en reparlera juste après, mais effectivement, Bernauer a été opéré du ménisque et devrait probablement être absent jusqu'à la fin de saison, donc ça fait un départ de plus potentiellement à combler. Toi, Antoine, sur ces noms-là, il y en a qui te parlent ou comme Alex et moi, c'est pas des noms que tu connais bien? Bah, j'aurais tendance à embrasser votre pensée, mais en regardant un petit peu les statistiques de chacun, c'est vrai que le profil de Jonathan Varane, c'est un mec qui mesure 1,90 m, qui a beaucoup joué en Championship. Le Championship, c'est un championnat ultra exigeant avec beaucoup de matchs difficiles, âpres, avec du duel, du contact. Il a joué déjà une vingtaine. Là, j'ai regardé ses statistiques, c'est 1600 minutes depuis le début de la saison. C'est quand même l'équivalent du coup de notre joueur qui joue le plus à Ouais. Saint-Étienne. Il peut amener une certaine densité physique en Ligue 2 dans un championnat qui peut être dur, qui peut être rude. Une présence aérienne, on sait que la SS a un peu du mal sur des coups de pied arrêtés par moment. Voilà, c'est un joueur qui arriverait un petit peu, qui pourrait arriver un peu revanchard en France. L'envie de prouver qu'il est capable de performer en Ligue 2, pourquoi pas plus tard en Ligue 1. Donc bon, j'aurais peut-être tendance à partir sur Varane de par ses statistiques et son profil, plus que de par ce que j'ai pu voir sur la pousse, parce que je l'ai pas beaucoup vu jouer au foot. Ouais. Et de par son nom aussi. Mon cher Clément, au-delà du poste de numéro 6, j'imagine que il y a d'autres postes qui sont visés. Ouais, c'est ça, bah, moins prioritaire. Du coup, comme on avait dit la semaine dernière, la priorité, c'est vraiment un numéro 6 pour cet hiver. Mais on a des noms qui sont évoqués pour le poste de latéral gauche. Alors, je m'applique sur la prononciation. Elvin Yafarkouliev de Karabag Et au poste de latéral gauche. on a une pensée pour Joss Randall et ses chroniques qui essayent de trouver des jeux de mots avec tous les noms de joueurs. Et ben bon courage si on recrute Elvin Jafar Guliev. Bon, mais enfin, Keun, lui, il écrit une fois dans la semaine. Pense aux autres. C'est vrai. Pardon Clément, je t'ai coupé. Pas de souci, pas de souci. Non, donc voilà, c'est un nom qui a fuité dans la presse azérie pour le poste de latéral gauche. Sinon, et comme disait Alex, il y a le poste de défenseur central. La fin de saison très probable pour Bernauer. Roland, bah, du coup, on peut le dire, relance la réflexion pour une recrue à ce poste-là. Mais ça divise en interne actuellement. Il y a des partisans pour recruter un central, d'autres non, dont Eric Horneland qui visiblement n'est pas forcément, qui va pas être là à pousser absolument pour qu'on recrute un central. Il est très satisfait de Kevin Pedro qui, on va en reparler, a prolongé son contrat jusqu'en 2030. Et il y a aussi la volonté de pas trop freiner Axel Dodot. Donc voilà, c'est un dossier qui divise en interne actuellement. Est-ce qu'il y aura une recrue ou pas à ce poste-là? C'est assez difficile de le dire. La question n'a pas encore été tranchée, je pense. Mais voilà, en tout cas, il y a potentiellement plus d'un milieu défensif, un renfort en défense qui pourra arriver. Ok, et donc le latéral gauche. C'est vrai qu'on a parlé dans les déceptions des deux latéraux, Anan et Ferreira, qui ont pas forcément donné satisfaction. Et là, on parle de latéral gauche. Est-ce que la priorité pour vous, Antoine et Alex, elle serait pas sur le côté droit plutôt pour suppléer Ferreira, qui a fait un début de saison quand même assez difficile? Bah, en fait, Oui, oui, oui. Enfin, on a besoin, je pense qu'on a besoin de joueurs dans les deux couloirs actuellement, malheureusement. Je sais pas si on en aura dans les deux couloirs. Ça, c'est pas la priorité numéro un, visiblement. Ben Holt a dépanné dans le couloir gauche. Ça sera pas Franck Tabanou, je pense. Ça sera pas une Ouais. reconversion aussi efficace que ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Moi, ça aurait vraiment été ma priorité de recruter deux latéraux, un de chaque côté, malheureusement, parce que je pense que si les blessures l'épargnent.
Chico Lamba va vraiment nous faire du bien sur la seconde partie de saison. Michael Dadé peut tenir la baraque et Kevin Pedro nous a surpris. Donc on aurait 3 joueurs dans l'axe. C'est pas suffisant, certes, mais c'est 3 joueurs qui ont été bons. C'est pas le cas sur les ailes. Moi, c'est vraiment Ouais. mes deux grosses inquiétudes, c'est les ailes et c'est vraiment là où on a eu du mal sur les derniers matchs. C'est là où les équipes adverses ont compris qu'elles pouvaient nous faire beaucoup de mal. C'est sur ces ailes. Ok. Ouais, Alex, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, je voulais simplement dire que là aussi, on est à Saint-Étienne avec cet ego, c'est-à-dire qu'on recrute Ferreira et on n'ose pas, j'ai l'impression, assumer que c'est un flop. Pas parce que le joueur est fondamentalement mauvais, juste parce que il n'a pas la tête à l'endroit et qu'il s'est pris pour un autre en arrivant dans ce club. Donc aujourd'hui, ben, on pose la question du défenseur du latéral droit. Mais t'as Apia qui en effet n'est pour moi plus haut niveau, t'as Ferreira qui n'est pas au niveau, Masson est parti, et ce qui fait qu'aujourd'hui le seul qui peut éventuellement jouer à ce poste-là, et ça va d'autant plus réduire les possibilités dans l'axe, c'est peut-être Kevin Pedro. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion à mener Hmm. à défaut de latéral droit sur le poste de central. Très bien. On est complètement à la bourse et moi, j'ai foiré complètement ma conduite d'émission. On passe du coup aux prolongations, mon cher Clément. Ouais, alors les prolongations, bah, ça a été officialisé aujourd'hui, même si c'était signé depuis la semaine dernière. Kevin Pedro qui prolonge son contrat avec la SSE jusqu'en 2030. Donc bah, c'est un joueur qu'on voit depuis quelques semaines, qui s'impose, qui a profité des blessures de Bernauer et de Lamba pour trouver sa place aux côtés de Nadé et en qui le club croit vraiment pour l'avenir. Donc voilà, une prolongation qui est actée jusqu'en 2030. Première non, parce qu'il y a déjà eu le premier contrat pro de Paul Aymar la semaine dernière, mais Tout du à coup, fait. deuxième bonne nouvelle de l'année. Et on a du coup un faux populaire de ce matin, deux autres jeunes qui pourraient prolonger. Le premier, Nadir El Jamali, proposition de contrat jusqu'en 2030 également, et des discussions qui avancent positivement, de ce qu'on peut vous dire. Et le deuxième, Loan Gadek-Beku, alors qui a moins de temps de jeu en ce moment, donc pour l'instant ça y va plus mollo dans les négociations, mais Loan Gadek-Beku a aussi une offre de contrat de 2 ans sur la table. Donc voilà, potentiellement on pourrait avoir les deux qui prolongent également. C'est ce qu'espère le club en tout cas. Alors quand on parle des prolongations, finalement, bah là on parle de bon c'est pas vraiment une prolongation, mais de Paul Aymar, de Kevin Pedro, de El Jamali, de Gadek Bekou, finalement que des jeunes. Est-ce que c'est pas ça aussi la bonne surprise de cette première partie de saison? On s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait des jeunes qui pointent le bout de leur nez avec le gros mercato qui avait été fait, et finalement ils répondent présent. Vous êtes satisfait vous de cette première prolongation et de ces potentielle prolongation à venir, Alex? Ouais, ouais, assez satisfait. C'est une vraie récompense méritée. C'est pas de la signature comme on pouvait l'avoir ces dernières années uniquement pour gagner des points pour le centre de formation et apparaître Ouais. bien positionné au classement de la Fédé. C'est pas des signatures pour faire croire que notre centre fonctionne bien et que parce qu'on fait signer des joueurs professionnels dont on verra jamais un crampon foulé la pelouse de Geoffroy Guichard. Non, non, ce sont des vraies signatures de joueurs qui sont utilisés ou vont l'être très prochainement. En tout cas, là, tous ceux dont on parle sont utilisés. Il n'y a que Dodot hein, Mm. qu'on connaît pas trop pour le moment. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça montre en effet bah, que ce centre, il fonctionne plutôt pas mal. Il fonctionne plutôt pas mal derrière, au milieu et devant. Avant, on sortait que des défenseurs et puis un Gomis une fois, voilà. Mais non, on est capable de sortir sur toutes les lignes. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne de voir que son centre fonctionne aussi bien avec des joueurs prometteurs qui sont scrutés à l'extérieur du club et voire même depuis l'étranger. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. En bonne surprise tout à l'heure, Antoine, t'avais dit Dufus, mais du coup, entre Paul Aymar, Kevin Pedro, El Jamali et Gadek Bekou sur cette première partie de saison, on a vu un petit peu les quatre, peut-être El Jamali un peu plus que les autres. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de sortir du lot? Ah, c'est vrai que sur ces dernières semaines, là, El Jamali nous a vraiment surpris dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a joué au Mans, notamment dans un match Replacé un aussi peu. El Jamali. Oui, oui, oui. Mais je l'ai trouvé encore plus intéressant quand il est un peu redescendu dans le milieu de terrain, justement,
on le sent quand même plus à l'aise dans un match qui était assez insipide. C'est le seul qui a tenté, qui a tenté de bouleverser le jeu en changeant de côté assez régulièrement. C'est un joueur qui est assez particulier. Il a un peu la tête rentrée dans les épaules. C'est pas le plus élégant balle au pied, mais il dégage. Il me donne une vraie sympathie. El Pour ce qui est le Jamali, cas The New Mouefek. un petit peu, voilà, c'est un peu le même style de joueur hein, qui aime bien percuter avec le ballon, qui va de l'avant, voilà, qui est un peu trapu. Pour ce qui est de Luan Bekou, c'est un joueur qui a beaucoup de talent, qui est peut-être plus talentueux sur le papier que Nadir El Jamali, mais qui a eu des blessures cette saison. Là, ça l'a ralenti dans sa progression, alors qu'au début de l'année, il est quand même titulaire à Laval dès le premier match. Kevin Pedro, c'est vraiment un signe de maturité la manière dans laquelle il joue. Il se prend pas la tête. Il essaie pas de trop en faire quand il y a un souci. Il hésite pas à mettre en touche. Moi, il me fait C'est penser très. au début de Saliba avec une sérénité à toute épreuve. Oui, c'est ça. Il veut pas trop en faire et ça, mine de rien, quand on débute en pro aussi jeune, c'est très important de savoir faire ce qu'on sait faire et pas vouloir surjouer ses rencontres. Et enfin, on a le petit Aymar qui, c'est une graine c'est une véritable, c'est vraiment un super joueur qu'on a hâte de découvrir encore plus. Il est encore très jeune. Faut pas lui mettre trop de pression, pas en attendre trop non plus. Et voilà, on sent qu'il y a quand même un truc assez au-dessus des autres pour son âge. Ouais. Clément, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire que les différents dossiers qu'on a abordés? Ouais, je me permets une toute petite précision sur le poste de latéral droit que vous évoquiez tout à l'heure. Si on a un renfort défensif cet hiver, on part plutôt soit sur un latéral gauche, soit sur un défenseur central, soit sur un profil capable de couvrir les deux postes. Le latéral droit, en revanche, visiblement, le marché est actuellement étudié, mais plutôt pour cet été, au même titre qu'un gardien où la SSE est vraiment active sur le marché. Mais dans les discussions qu'il peut y avoir à droite, à gauche, pour certains profils, on se projette déjà sur l'été prochain. On ne parle pas pour l'instant d'une recrue à ce poste-là pour cet hiver. Et donc d'ailleurs, voilà, il faut dire qu'on a déjà Apia, Stojkovic et Ferreira. 3 joueurs. On en avait 4 il y a encore peu de temps avec Masson. Donc quantitativement, le couloir droit, il est quand même bien chargé. il y a quelqu'un qui demande si Bardelli est à oublier. À oublier pour cet hiver, oui. Très probablement. Pour différentes raisons qu'on ne peut pas trop évoquer pour l'instant. Mais pour l'été prochain, si Ligue 1 il y a et si son choix ne se fait pas trop rapidement, ça reste pourquoi pas envisageable. Mais pour cet hiver, ça me semble très très compliqué. Et dernière chose, dans les semaines qui viennent de passer, on a parlé aussi d'un gardien du championnat de Norvège. Est-ce que tu peux nous dire, du coup tu nous dis, s'il y a le recrutement d'un gardien, ce sera plutôt pour cet été, plus que pour cet hiver? C'est Sander Tangvik de Rosenborg. Le marché des gardiens est vraiment, vraiment étudié. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un gardien pour débuter la saison prochaine, un gardien titulaire. Allez, peut-être, on va dire que s'il y a une opportunité qui vraiment peut se faire que là en janvier et que c'est vraiment l'opportunité à ne pas rater, on le fera là dès janvier. Mais ça semble vraiment pas être l'option la plus probable. C'est vraiment pour cet été qu'on recherche un gardien. Là, l'idée, c'était de faire la saison avec le duo Larsson-Ormeau-Bleu. Ok, bon, et bah très bien. Merci beaucoup Clément pour toutes ces précisions sur le mercato, et puis on te retrouve la semaine prochaine avec, on l'espère, du croustillant à se mettre sous la dent, puisque pour l'instant c'est un petit peu calme. Allez, à plus. À plus, bisous Clément, ciao ciao. Bon messieurs, il est 22h04, l'émission est terminée depuis 4 minutes, donc vu qu'on est entre nous, je vous propose qu'on parle vite fait de Clermont, mais entre nous quoi, hein, enfin voilà, Gab, je t'ai pas oublié, hein, mais voilà, on est à la bourre. La réception de Clermont, donc, qui est ce samedi le 17 janvier 2026. Premier match de la phase retour. Le COP Nord qui sera fermé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match? Clermont qui est 11e au classement, qui est pas si mal que ça, qui fait pas la pire saison. Quelle composition vous voyez, messieurs? Quelle composition vous aimeriez voir surtout? Antoine? Alors, ça va dépendre encore une fois de qui est rétabli, qui n'est pas rétabli
pour cette affiche. Bon, je pense qu'on a l'Arsenal à la cage, ça on n'a pas trop de soucis. Une paire Nadé Pedro dans l'axe avec Benold sur un côté. Tu penses que Lamba Euh, sera pas titulaire? Encore trop tôt? je pense que j'ai un peu, ouais, je le vois plutôt d'abord faire une entrée en jeu avant qu'il soit relancé directement Ok. en tant que titulaire. Donc voilà, cette paire-là dans l'axe. À droite, peut-être Denis Sapia, vu comme c'est compliqué en ce moment pour notre ami Ferreira. Dans l'axe, un trio Jaber, Mouefek, Tardieu. Et devant, pourquoi pas, un petit Stassin dans l'axe, David Ashvili et Cardona sur l'autre côté. Ok. Sachant que David Tajvili potentiellement un petit peu incertain. Alex, toi, ta compo pour ce match contre Clermont, et je vous laisse nous donner vos pronostics dans le chat. Je vois qu'il y en a qui sont habitués et qui ont déjà commencé à les donner. Alors, je pense que, bon, bah, pas parler du gardien, mais en défense, à mon avis, Lamba, Nadé pourrait vraiment débuter. À droite, j'aimerais bien que Pedro soit décalé à droite, même si j'y crois peu. Ok. Benold à gauche, parce que voilà, aujourd'hui, c'est Benold qui occupe ce flanc-là, en l'absence d'Anan. Au milieu de terrain, Jaber, oui. J'aimerais bien que. Alors, j'allais parler d'El Jamali, mais El Jamali va peut-être compenser quelque chose devant. Ça va dépendre de Boaké. David Ashvili sera pas rétabli, à mon avis, hein, Mm. pour samedi. Il est annoncé pour 2 matchs sur le flanc, mais au moins celui-ci. Stassin sera en pointe. Peut-être un Moefek, peut-être. En fait, j'aimerais bien que Tardieu puisse aussi aller s'asseoir un peu sur le banc, parce que moi, je le trouve de plus en plus fatigué, de moins en moins véloce sur le terrain, même si il offre cette régularité et cette expérience. Donc voilà, un milieu de terrain à imaginer, peut-être avec un petit peu de sang frais, de sang jeune, et puis Cardo aussi, qui pourrait être titularisé. Cardo et sa coupe de cheveux en ce moment à la Antoine Griezmann. Un petit pronostic, Wow. Alex? Pronostic, très envie de dire 2-0, parce que si Chico est là, on n'encaissera pas. Voilà, ça c'est le dicton de l'année. Parfait. Et 2 buts, parce que on est largement capable de marquer 2 buts à Clermont comme au match aller. Et c'est qui les marque ces buts? Oh bah oui, c'est vrai que. Alors, eh ben allez, réveil de Lucas Tassin en pleine période mercato. Et puis, je suis mauvaise langue. Et puis Cardona, parce qu'il a marqué en amical contre Auxerre, et que peut-être qu'il a repris un petit peu La voilà, conf. de confiance. Ouais. Très bien, Antoine, un petit pronostic. Allez, moi je me lance sur un 3-1 avec un doublé de Stassin et un but de Mouefek. Tassin x2 et Moefek. Et alors, toi, Gab, ton pronostic. Et ensuite ceux du chat. Euh, Perso, je vais dire un 2-0 et Boaké et Stassin pour les buteurs. Et dans le chat, on a plutôt du positif. On a du 3-2 pour Sainté, du 2-1, du 3-0, du 2-0. En buteur, on a du Stassin, du Cardona. Et on a quand même Nicolas, malheureusement, sur YouTube, qui voit une défaite 1-2, mais qui précise quand même qu'il espère se planter. On espère aussi, Nicolas. Mais c'est le seul pronostic de défaite que je vois dans le chat. Et, euh, et on a un fan synthé là qui nous dit aussi 2-0, Matt42 qui nous dit également 2-0. Ah non, pardon, Matt42 qui nous dit, je dirais 2-0 pour Clermont et en Hollande qui part. Cote très élevée, je pense. Oui. Ah oui. Mais, mais voilà pour Matt. Et dernier prono là qui vient d'arriver, on a un 4-1, doublé de Stassin, El Jamali et Pedro. Et on a même le but de Clermont qui serait inscrit par Fakili. Très bien. On a les minutes, Donc non? voilà, on n'a pas les minutes, mais on peut les demander. Allez, moi j'ai envie d'avoir du spectacle samedi soir, donc 3-2, parce qu'il est impossible qu'on passe un match sans prendre moins de 2 buts. Et on va avoir des buts de Boaké, Tardieu, et je pique à Frankie McFly. Ah non, pardon, c'était à Lucas, pardon, sur Twitch, un but de Lamba sur corner, parce que pourquoi pas. Voilà. Eh ben écoutez,
merci. Si, dernière petite chose avant qu'on se laisse quand même. Les 4 prochains matchs, il y a Clermont à domicile, il y a Reims à l'extérieur, il y a Boulogne à domicile et Montpellier aussi à domicile. Donc 3 matchs à domicile sur 4. Que Reims qui est vraiment dans le haut du classement. On fait combien de points sur ces 4 matchs? Il y en a 12 à prendre, on fait combien de points, Antoine? Bon, on va faire 12. Soyons un petit peu, Soyons joueurs. généreux en ce début de saison. 12 points sur 12. On revient à 2-3 points de 3 pour vivre une année 2026 assez folle. Putain, si seulement. Alex? Ouais, on en fait 10. On en Allez. fait 10 parce que je suis. Voilà. Parce qu'on joue une fois à l'extérieur et qu'il n'y a pas de raison qu'on prenne les Optimiste, 3 points. mais pas trop. Ouais, c'est ça. Bon. Moi, Reims, c'est quand même une des équipes qui m'a le plus séduite sur un match face à la SS depuis le début de la C'est saison. vrai. Hein, donc, faudra se méfier. C'est vrai. Bon, et ben merci Alex, merci Antoine, merci Gab, merci à vous qui nous avez écoutés sur Twitch ou sur YouTube. J'en profite pour vous dire que le Synthé Night Club va continuer tous les lundis soirs, vous le savez, c'est votre rendez-vous à 21h. Il y a encore les avant-matchs sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube de Peuple Vert parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent et il y a des nouvelles choses qui vont arriver bientôt. On va avoir un peu une réorganisation des émissions. Malheureusement, il y aura toujours la chronique de Joss Randall sur la chaîne YouTube, mais on vous prépare des belles choses. Donc, passez Alors, une bonne semaine. mais Ouais. attends, je te coupe là. On n'a pas le droit d'en parler, on est d'accord? On n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais on va vous en parler bientôt. Vraiment, belle surprise qui arrive. Il y a une belle surprise qui arrive. Voilà. Moi, on m'a dit que je pouvais annoncer qu'il y aurait des trucs, mais sans dire quels étaient ces trucs. Ouais. Voilà. Mais moi, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, des belles surprises. Suivez-nous, vraiment, il y a des trucs sympas qui arrivent. Tout à fait. Allez, bisous les matrus. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.